Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons les récits glaçants de 5 campeurs qui ont disparu sans laisser de traces. Ces disparitions inquiétantes vous feront remettre en question ce qui se cache au-delà de la lueur vacillante du feu de camp. Alors, prenez votre lampe torche et rejoignez-nous pour découvrir les secrets enfouis au cœur de la nature sauvage. Plongeons ensemble dans l'inconnu. Laura Vogel, une campeuse chevronnée et passionnée de plein air, a disparu sans laisser de traces le 21 février 2010, alors qu'elle campait seule dans la région de Pauwela, près de Maui. Laura, qui venait de s'installer à Maui et était connue pour son amour du surf et de la randonnée, avait prévu de passer la nuit à la Belle Étoile près du phare de Pauwela Point. Le jour de sa disparition, Laura avait rendu visite à un ami et mentionné son intention de camper pour la nuit. Elle avait été vue pour la dernière fois vêtue d'une chemise bleue et d'un pantalon de survêtement gris. Lorsque Laura ne s'est pas présentée à son travail le lendemain matin, sa famille a commencé à s'inquiéter et a contacté le département de police de Maui. Malgré leurs efforts, la police leur a conseillé d'attendre 24 heures avant de déposer un rapport de personnes disparues. Déterminés à la retrouver, les amis de Laura ont commencé à chercher eux-mêmes dans la région. Leurs recherches les ont conduits à la fourgonnette de Laura, abandonnée dans une zone herbeuse, à l'écart de la route principale. La portière côté passager était ouverte et les clés avaient été laissées sur le contact. Cependant, son téléphone portable manquait dans la voiture, bien que son ordinateur portable ait été trouvé sur la banquette arrière. Le van était garé près d'un camp de sans-abri où des gens vivaient dans leur voiture. La police de Maui a immédiatement lancé une enquête sur la disparition de Laura. Ils ont fouillé la région de manière approfondie mais n'ont trouvé aucune trace d'elle. 2 jours après la découverte du van, une recherche a permis de retrouver le téléphone de Laura à proximité, brisé en morceaux. Les relevés téléphoniques ont révélé qu'après que Laura a envoyé un message texte à son ami pour lui indiquer son lieu de camping, son téléphone a passé plusieurs appels à un numéro qu'elle n'avait jamais contacté auparavant. Ce numéro appartenait à un homme sans abri vivant dans la région. Malgré son déni d'implication et des résultats de polygraphe non concluants, les autorités l'ont considéré comme une personne d'intérêt dans cette affaire. La famille et les amis de Laura étaient déconcertés par sa disparition. Ils la décrivaient comme une randonneuse responsable et expérimentée qui n'aurait pas pris de risques inutiles, surtout en tongs. Ils étaient également préoccupés par le camp de sans-abri près de l'endroit où sa fourgonnette a été trouvée, notant la réputation de la zone pour les drogues et le crime. Dans les semaines qui ont suivi sa disparition, la famille de Laura a continué à chercher des réponses. Ils ont engagé des équipes de recherche privées et travaillé avec la police pour rassembler toute information pouvant mener à sa localisation. Malgré leurs efforts, le cas de Laura est resté non résolu. Au fil du temps, 2 théories ont émergé concernant ce qui est arrivé à Laura. La première théorie suggérait que Laura avait accidentellement chuté d'une des falaises de la région lors d'une randonnée. Cependant, sa famille considérait cette théorie comme peu probable, étant donné l'expérience et la nature prudente de Laura. La deuxième théorie, que la famille de Laura trouvait plus plausible, était qu'elle avait été victime d'un acte criminel. Ils croyaient que les appels téléphoniques, passés depuis son téléphone après sa disparition, ainsi que les circonstances suspectes entourant son van, pointaient vers cette conclusion. Ils ont également remis en question la rigueur de l'enquête policière, en particulier en ce qui concerne l'homme sans-abri et le campement de sans-abri près de l'endroit où la fourgonnette de Laura a été trouvée. Malgré l'absence de preuves concrètes, la famille de Laura restait optimiste quant au fait qu'un jour, ils trouveraient des réponses. Ils ont continué à sensibiliser l'opinion publique à son sujet, espérant que quelqu'un détenant des informations se manifesterait. Pour eux, la recherche de Laura était loin d'être terminée et ils étaient déterminés à découvrir la vérité sur ce qui lui était arrivé. Christina Kaleika, une jeune femme de 20 ans pleine de vie et de rêves, partie en camping avec sa cousine Faith et 2 amis, Eddie et Joe, en août 2007. Ils avaient choisi le parc provincial Rainbow Falls en Ontario, au Canada, comme destination, impatients de profiter du grand air et de la compagnie les uns des autres. Christina, décrite comme pétillante et travailleuse, nourrissait des rêves de mission humanitaire et d'enseignement. Le groupe arriva au parc par un après-midi ensoleillé, installant leur campement près du lac White Sand. L'excitation flottait dans l'air alors qu'ils déballaient leur matériel et se préparaient pour un week-end d'aventure. Ils étaient loin de se douter que leur excursion prendrait une tournure sombre, changeant à jamais le cours de leur vie. À la tombée de la nuit, Christina et ses compagnons se rassemblèrent autour d'un feu de camp crépitant, partageant histoires et rires tard dans la soirée. C'était un moment de camaraderie et de joie, un aperçu fugace des souvenirs qu'ils chériraient dans les jours à venir.
Cependant, à mesure que la nuit avançait, la fatigue s'installa et le groupe décida de se retirer dans leur tente patio pour un bref repos. Pourtant, au milieu de leur sommeil, le temps leur échappa et ils se réveillèrent à la lumière douce de l'aube, réalisant qu'ils avaient dormi plus longtemps que prévu. Non découragés par leur départ tardif, Christina et Eddie saisirent l'occasion de faire un jogging matinal, impatients d'explorer la beauté naturelle qui les entourait. Ils partirent ensemble, l'air frais du matin revigorant leur esprit alors qu'ils s'aventuraient dans la nature. En traversant le parc, Christina et Eddie décidèrent de se séparer, chacun choisissant un chemin différent à explorer. C'était un choix fait en toute innocence, né de la curiosité et d'un désir de vivre la solitude de la forêt. Pourtant, le destin en décida autrement, et leur séparation marqua le début d'une épreuve éprouvante. Lorsqu'Eddie retourna au campement, Christina était introuvable. La panique s'installa alors qu'ils réalisèrent que leur amie avait disparu sans laisser de traces. Affolés, les amis de Christina cherchèrent désespérément le moindre signe d'elle, parcourant le parc et criant son nom dans l'immensité sauvage. Les heures passèrent, chaque instant s'étirant à l'infini, tandis qu'ils luttaient contre la terrifiante possibilité de ne jamais la revoir. Finalement, incapables de retrouver Christina par eux-mêmes, ils prirent la décision déchirante d'alerter les autorités. Ce fut un moment rempli d'incertitude et de peur, alors qu'ils faisaient face à la réalité accablante de la disparition d'une personne chère. La police provinciale de l'Ontario se mobilisa rapidement, lançant une vaste opération de recherche pour retrouver Christina. Des hélicoptères rugissaient au-dessus de leur tête, des unités canines fouillaient le sol de la forêt et des équipes spécialisées exploraient chaque recoin du parc dans une quête acharnée de réponses. La recherche se poursuivit, chaque moment étant marqué par la douleur et l'incertitude. Malgré leurs efforts, Christina demeurait introuvable, sa disparition enveloppée de mystère. Au milieu de leur désespoir, la famille de Christina s'accrochait à l'espoir, refusant de céder à l'obscurité qui menaçait de les submerger. Ils mirent tout leur cœur et leur âme dans la recherche, déterminés à ne laisser aucune piste inexplorée dans leur quête de réponse. Pourtant, au fil du temps et des années qui passaient, leurs espoirs commencèrent à s'estomper. La jeune femme autrefois vibrante qui avait rempli leur vie de rires et de joie ne vivait désormais plus que dans leurs souvenirs, son absence projetant une ombre sur chacune de leurs pensées et actions. Malgré le passage du temps, la disparition de Christina reste un chapitre douloureux et non résolu dans la vie de tous ceux qui l'ont connue. La quête de réponse continue, portée par la détermination de ceux qui refusent d'abandonner la recherche de la vérité. En mai 1989, Charles Horvat Allan entreprit une aventure à travers le Canada. Né en Ontario et élevé au Royaume-Uni, Charles était un jeune homme libre d'esprit avec des rêves aussi vastes que les routes qu'il empruntait. Son plan ? Voyager du Québec à la Colombie-Britannique, s'imprégnant des paysages et des expériences du Grand Nord canadien avant de fêter son 21e anniversaire à Hong Kong avec sa mère bien-aimée, Denise. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors que Charles traversait les vastes paysages de la Colombie-Britannique, il se retrouva à Kelowna, une charmante ville nichée au cœur de la beauté de la côte ouest du Canada. C'est ici, au camping Tiny Town, que le voyage de Charles prit une tournure sombre et mystérieuse. Selon les témoins, Charles fut aperçu pour la dernière fois en train d'encaisser un chèque dans une banque locale le 26 mai 1989. Après cela, il disparut sans laisser de traces, ne laissant derrière lui qu'une traînée de questions sans réponse et d'espoir brisé. Denise, à des milliers de kilomètres de là en Angleterre, fut plongée dans un cauchemar d'incertitude, désespérée de trouver le moindre signe de son fils disparu. Sans l'aide des autorités locales, Denise entreprit son propre voyage. Elle voyagea d'Angleterre au Canada à plusieurs reprises, déterminée à découvrir la vérité sur la disparition de son fils. Armée de flyers et d'affiches, elle tapissa la ville de Kelowna avec l'image de Charles, espérant que quelqu'un, quelque part, se manifesterait avec des informations. Mais la route vers la vérité était semée d'embûches. Malgré les efforts inlassables de Denise, la vérité demeurait insaisissable. Puis, un espoir apparut sous la forme d'une note mystérieuse déposée dans sa chambre de motel. La note laissait entendre que Charles avait été battu à mort et que son corps avait été jeté dans un lac voisin. Cette révélation ébranla le monde déjà brisé de Denise, ravivant sa détermination à retrouver son fils à tout prix. Des plongeurs furent envoyés pour fouiller le lac, mais leurs efforts ne donnèrent aucun résultat. Le corps qu'ils récupérèrent n'était pas celui de Charles, laissant Denise avec plus de questions que de réponses. Frustrée et le cœur brisé, elle refusa d'abandonner l'espoir. Année après année, Denise retourna à Kelowna, sa détermination demeurant inébranlable malgré le passage du temps.
Sa quête incessante de la vérité attira l'attention de Locat International, une agence internationale spécialisée dans les personnes disparues et dédiée à résoudre les affaires non élucidées. Avec leur aide, la recherche de Denise, pour retrouver son fils, prit un nouvel élan. Locat International s'associa avec l'université de Leeds Beckett pour lancer une unité dédiée aux affaires classées, chargée d'examiner la disparition de Charles et de découvrir toute piste qui aurait pu être négligée. Pour Denise, c'était un rayon d'espoir dans une mer de désespoir. À mesure que l'enquête avançait, de nouveaux détails émergèrent, éclairant les événements qui avaient précédé la disparition de Charles. Des témoins se manifestèrent, racontant leurs interactions avec Charles dans les jours qui ont précédé sa disparition. Chaque information rapprochait Denise un peu plus de la vérité, alimentant sa détermination à retrouver son fils. Mais le chemin restait encore long et incertain. Malgré les efforts de Locat International et de l'université de Leeds Beckett, le sort de Charles demeurait inconnu. Denise refusait de perdre espoir, s'accrochant à la conviction qu'un jour, elle trouverait les réponses qu'elle cherchait désespérément. En août 2020, en vertu de la loi sur la présomption de décès de 2013, Charles fut officiellement déclaré mort après une audience devant la Haute Cour de justice. Ce fut un moment doux amer pour Denise, apportant un semblant de clôture tout en ravivant sa détermination à retrouver les restes de son fils et à le ramener à la maison. Avec le soutien de Locat International et de l'université de Leeds Beckett, la recherche de Denise continue. Elle sait que la route à venir sera difficile, mais elle refuse d'abandonner l'espoir. Pour Denise, la quête de réponse ne concerne pas seulement la clôture. Il s'agit d'honorer la mémoire de son fils bien-aimé et de s'assurer qu'il ne soit jamais oublié. Raymond Salmen, un résident de Vancouver âgé de 65 ans, partit le 28 mai pour une aventure de camping au lac Harrison, quittant derrière lui l'agitation de la vie citadine. Avec son fidèle camion et sa caravane, il se lança dans un périple vers les rives tranquilles du lac, avide de s'évader des exigences de la vie quotidienne. Situé en Colombie-Britannique, le lac Harrison offrait à Salmen un sanctuaire de solitude et de beauté naturelle. Le voyage vers son site de camping choisi était une aventure en soi, naviguant sur des routes forestières sinueuses qui serpentent à travers des forêts denses et des affleurements rocheux. À son arrivée, le site de camping de Salmen, situé à l'extrémité nord du lac, dégageait une aura invitante, l'incitant à embrasser la sérénité de la nature sauvage. Entouré d'arbres majestueux et bercé par le doux clapotis des vagues, il ressentit une paix intérieure alors qu'il s'installait dans son refuge temporaire. Pendant plusieurs jours, Salmen s'immergea dans les plaisirs simples de la vie en plein air, pêchant dans les eaux cristallines du lac et explorant la beauté sauvage des environs. Ses deux chiens, bien-aimés, fidèles compagnons de ses aventures, l'accompagnaient dans ses excursions quotidiennes, leurs aboiements joyeux résonnant à travers la nature. Cependant, le paisible séjour de Salmen prit une tournure sinistre le 9 juin lorsque la GRC d'Agassiz reçut des rapports de coups de feu dans les environs de son site de camping. La tranquillité de la forêt fut brisée par le bruit sec des détonations, semant l'inquiétude dans ce havre de paix. Des campeurs inquiets alertèrent les autorités, ce qui entraîna une intervention immédiate des forces de l'ordre. Lorsque les officiers de la GRC arrivèrent sur place, ils furent accueillis par un silence inquiétant. Les échos des coups de feu s'estompant dans le calme de la forêt. À leur arrivée, les agents découvrirent le site de camping de Salmen abandonné, ses deux fidèles chiens laissés sur place sans aucune trace de leur propriétaire. Le mystère s'épaissit à mesure que les enquêteurs fouillaient la zone à la recherche d'indices, tentant de retrouver la moindre trace du campeur disparu. Les jours se transformèrent en une recherche acharnée, les équipes de secours scrutant le terrain accidenté autour du lac Harrison dans une tentative désespérée de localiser Salmen. Sa femme angoissée, Daniela, attendait avec impatience des nouvelles du sort de son mari, s'accrochant à l'espoir malgré l'incertitude. À mesure que les recherches s'intensifiaient, des découvertes glaçantes firent en surface, peignant un tableau sombre du destin de Salmen. Ses affaires furent retrouvées éparpillées le long d'une plage isolée, un témoignage poignant des événements qui s'étaient déroulés ce jour-là. La police émit l'hypothèse que Salmen avait pu se retrouver en détresse médicale, tirant des coups de feu dans un appel désespéré à l'aide. Malgré ses efforts, le secours ne vint jamais, et il aurait tenté de nager pour regagner son site de camping, mais succomba aux eaux impitoyables du lac Harrison. Les recherches aquatiques qui suivirent s'avérèrent tardues, les équipes de secours naviguant les profondeurs traîtresses du lac à la recherche des restes insaisissables de Salmen.
Les eaux troubles cachaient la vérité, déjouant toutes les tentatives de récupération et laissant les autorités confrontées à l'énigme de la disparition de Salmen. Avec le temps, l'espoir s'amenuisa et la dure réalité du sort de Salmen s'installa sur les rives tranquilles du lac Harrison comme un voile. Malgré les efforts inlassables des équipes de recherche et de sauvetage, la nature sauvage garda jalousement ses secrets, laissant Daniela et les proches de Salmen confrontés à l'incertitude déchirante de son destin. Le 12 juin 1972, l'air autour du lac Holmes, à Calabogie, en Ontario, Canada, portait l'anticipation d'une paisible sortie de pêche en famille. Ce que la famille McNaughton ignorait, c'est que cette journée se graverait dans les annales de leur vie comme un mystère profond, une énigme qui persisterait pendant des décennies. Adrian McNaughton, un garçon de 5 ans aux yeux innocents et à la chevelure blonde, était au cœur de cette journée ordinaire mais fatidique. Son père, Murray McNaughton, l'avait emmené, ainsi qu'un ami de la famille et 3 frères et sœurs, pour profiter de la sérénité du lac Holmes. Ils étaient loin de se douter que leur vie allait de prendre un tournant inattendu. Le paysage entourant le lac était magnifique. Adrien, comme tout enfant curieux, se lassa rapidement de la pêche après environ 1 heure. Son père, Murray, remarqua sa frustration alors que la ligne de pêche d'Adrien s'était emmêlée. Comprenant l'humeur de son fils, Murray prit la canne à pêche de ses mains, s'attendant à un après-midi calme au bord du lac. Cependant, le destin en décida autrement. Dans un revirement inexplicable, Adrien disparut. Un instant, il était là, et l'instant d'après, il ne l'était plus. Aucun cri, aucun éclaboussement, juste une absence inquiétante qui hanterait la famille McNaughton pendant des années. Adrien avait, pour ainsi dire, cessé d'exister. Les premiers moments après sa disparition furent remplis de confusion et d'incrédulité. Murray, pensant qu'Adrien pourrait être avec son frère aîné, Lee, l'envoya chercher à la voiture. Quand Lee revint sans aucune trace d'Adrien, la panique s'installa. Ce qui avait commencé comme une sortie en famille tranquille se transforma en une recherche frénétique pour retrouver le petit garçon disparu. Les bois entourant le lac Holmes, qui était initialement le décor d'une journée paisible, devinrent la scène d'une quête désespérée pour retrouver le jeune Adrien. Famille et amis se joignirent à la recherche, espérant trouver un indice, une empreinte ou un signe de sa présence. Les heures passaient, et à mesure que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le paysage, la réalité de la disparition mystérieuse d'Adrien s'installait. Les jours qui suivirent furent marqués par une détermination farouche à ramener Adrien à la maison. Les autorités locales, y compris la police provinciale de l'Ontario, OPP, se joignirent aux efforts de recherche. Des milliers de volontaires, dont des membres des forces canadiennes, parcoururent le terrain accidenté autour du lac Holmes. Les forces armées, avec leurs recherches méthodiques, couvrant environ 150 km², travaillaient inlassablement avec les civils pour percer le mystère. La recherche fut une entreprise épique, s'étendant sur 12 jours et utilisant des méthodes diverses. Des plongeurs plongèrent dans les eaux troubles du lac, espérant trouver une trace d'Adrien sous la surface. Des chiens de recherche parcoururent la zone, guidés par l'odeur qui pourrait les mener au garçon disparu. Des hélicoptères survolèrent le paysage, scrutant tout signe de mouvement. La communauté, unie dans l'adversité, montra un soutien indéfectible face à l'inexplicable. Les rumeurs se propagèrent rapidement dans la communauté. Certains suggérèrent qu'Adrien avait pu être victime d'un animal sauvage, tandis que d'autres murmuraient à propos d'un véhicule noir et blanc suspect aperçu dans la région. Les théories de jeu déloyal et d'enlèvement ajoutaient des couches de complexité à une situation déjà perplexe. Le temps passa et la recherche s'étendit pour inclure non seulement les environs immédiats, mais aussi les lacs voisins et les marécages. Les chercheurs professionnels et les volontaires civils faisaient face au défi redoutable de naviguer à travers une végétation dense, espérant trouver un réconfort dans un indice qui pourrait révéler la localisation d'Adrien. Dans cette situation douloureuse, la famille d'Adrien s'accrochait à l'espoir qu'il puisse encore être en vie. Sa mère, Barbara, exprimait la conviction qu'il avait pu être pris par une famille désespérée de vouloir un enfant. La possibilité qu'Adrien vive une vie différente, entourée d'amour, offrait un certain réconfort en l'absence de réponse concrète. Les années passèrent, mais le souvenir de la disparition d'Adrien resta gravé dans la conscience collective de la communauté. En 2009, les avancées technologiques apportèrent un nouvel espoir. Une image de vieillissement, créée par un artiste, montrait à quoi Adrien pourrait ressembler dans la quarantaine. L'OPP publia cette image, incitant les gens à y regarder de plus près et à penser à ceux qu'ils connaissaient. La recherche d'Adrien continuait, maintenant dans le domaine des possibilités qui dépassaient le paysage physique du lac Holmes.
Le podcast Someone Knows Something, animé et produit par le cinéaste canadien David Ridgen, se pencha sur le cas d'Adrien en 2016. L'enquête apporta de nouvelles pistes et raviva l'intérêt pour retrouver le garçon disparu. Le podcast explorait diverses théories, de la possibilité qu'Adrien se soit perdu dans les bois au scénario plus sombre, impliquant un jeu déloyal. En 2018, la recherche atteignit à nouveau un lac Holmes gelé. L'équipe, armée d'un carottier, cherchait à dévoiler la vérité cachée sous les couches de sédiments. 3 chiens cadavres, avec leur capacité innée à détecter les restes humains, marquèrent 2 échantillons, suggérant la présence de quelque chose de significatif sous la surface gelée. Cependant, la mauvaise visibilité et les couches profondes de sédiments empêchèrent toute conclusion définitive. À mesure que l'enquête progressait, l'histoire d'Adrien s'entrelaçait avec les expériences de ceux hantés par sa disparition. Un écrivain, poussé par des souvenirs d'enfance et des peurs, découvrit l'impact profond que l'affaire d'Adrien avait eu sur sa propre vie. Cette hantise mentale, une obsession qui défiait les limites du temps et de la distance, reflétait le mystère sans fin qui entourait le garçon disparu.